Bonjour, je suis navré, je pense que le crâne brille comme tous les chauves. Mais j'ai vu que c'était la coupe à la mode ce matin pour les gens qui prenaient la parole. Donc, je vous avoue que j'ai rêvé à un moment venir entre la super présentation groupe M6. Ça aurait fait 3 chauves de tailles différentes sur la scène et ça m'a démangé, mais je ne suis pas venu. Voilà. J'ai trouvé très chouette de commencer par des questions tout à l'heure, donc je vais en faire évidemment usage de ce mode de communication dans une conférence. J'aime bien renverser. Et la mode, c'est d'inverser les choses. Qui a écouté de la musique avec son smartphone depuis lundi? Donc MP3, MP4. Qui a écouté un CD depuis lundi? Alors comme dirait le monsieur tout à l'heure, un chouïa moins de monde déjà. Qui a écouté un vinyle? Un vinyle. Le truc noir, large, avec une pochette autour, un peu gras, qui fait du bruit. Je veux bien que vous releviez la main sur les vinyles. Il y a plus de vinyles que de CD dans la salle. Je peux un peu froisser la salle. Manuel, je peux? Ouais. Qui a téléchargé de la musique illégalement depuis lundi? Ouais. Le paquet ou alors c'est comme les sondages pour la politique, c'est juste des conneries. Ou alors il y a un paquet de menteurs dans la salle. En général, on dit que c'est ses enfants, son fils, sa fille. Qui a téléchargé de la musique illégalement depuis le 1er janvier? Ouais. Bravo. Ouais, franchement, chapeau. Alors maintenant avec le big data, il y a juste un petit problème, c'est qu'en fait, je sais que c'est faux. Donc là, il y a vraiment des gens qui disent pas toute la vérité. En vrai, si tout le monde levait la main parmi les gens qui ont téléchargé de la musique illégalement depuis ce matin, vous comprendriez que la musique, elle a trinqué très fort depuis 10-12 ans. C'est de l'ordre de la métallurgie du textile, grosso modo, 19e et 20e siècle. On a perdu plein d'études différentes, plein de gens différents, plein de chiffres différents. On a perdu entre 70 et 80% de la valeur économique de ce marché, de cette industrie, en 15 ans. Parce qu'on pirate, hein, Internet, c'est gratuit, donc on ne se prive pas. Je ne citerai pas de nom parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts dans certains business qui sont contributeurs du piratage de la musique sur Internet, donc je ne citerai pas de nom, je veux froisser personne. Il y a eu d'excellents intervenants avant. Mais on a perdu 80% de cette valeur économique. Donc du coup, on a répondu pendant très longtemps par de la destruction de valeur et de la destruction d'emplois. Donc cette maison, en tout cas celle dans laquelle j'ai l'honneur, le privilège de rentrer tout à l'heure, parce qu'on a posé la question qui va être content de retourner à la maison. Moi, je suis très content de retourner à la maison. On a fait des plans de sauvegarde de l'emploi, plusieurs, et on a supprimé des postes avec une ancienneté moyenne qui est de 45 ans, une employabilité externe très faible et une moyenne d'âge qui était supérieure à 50 ans à l'époque. Donc autant vous dire que ça ne correspond pas au stéréotype qu'on a d'une maison de disques, mais c'est pourtant la réalité factuelle en termes de chiffres. Ça ne répond pas du tout à la question que vous m'avez posée. Si, tout à fait. Non. Ça répond que vous avez. Mais je vais faire ça 3 fois, donc ça va être un enfer pour vous. Mais du coup, ok, vous avez mis en place des plans de sauvegarde ou de licenciement, mais comment est-ce que vous avez continué à former et animer les collaborateurs qui sont restés, qui sont toujours là, puisque l'ancienneté est assez importante chez vous? Alors, je vais parler de maintenant. Cette maison a 100 ans. Les labels, les maisons de disques, ça a 100 ans, sur les musiques à peu près le cas. Il y a 200 collaborateurs permanents. Je ne vais pas parler des intermittents, qui sont des régimes spéciaux, et je ne parle pas des artistes, évidemment. Ces 200 collaborateurs, ils travaillent dans un écosystème qui est composé de médias, radio, télé et digitaux, numériques, composé d'artistes, évidemment, c'est notre matière première, sans eux, il n'y a pas de maison de disques, composé de clients, donc des clients physiques, la grande distribution, des clients digitaux, les plateformes de stream, et de consommateurs. Vous, dans cette salle, peut-être vous, Perle, moi, on consomme tous de la musique. Ces 200 personnes représentent 42 métiers différents aujourd'hui dans notre structure. Vous imaginez le ratio entre le nombre de métiers, l'expertise que ça représente, et le nombre de personnes qu'il y a en CDI. Sur ces 42 métiers différents, un quart ou un tiers va disparaître dans les 18 mois. Pour une raison simple, c'est qu'on est arrivé là depuis le 1er janvier à un business model où c'est 50% physique, des CD et des vinyles, et 50% dématérialiser la consommation de la musique, donc les fameux devices dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que ce qu'on faisait très bien depuis 20 ans avec une industrie qui a gagné beaucoup d'argent et qui avait donc généré des métiers, des expertises très orientés sur la vente de supports physiques, tout ça est en train de disparaître, le switch là s'accélère très fort, et donc nous allons créer presque autant de nouveaux métiers dans les 18 mois qui viennent. Je ne citerai pas de titre de poste parce que ce serait des tartes à la crème si je vous parle de data scientist et compagnie. Mais dans la musique, il y a 6 mois, c'est un gros mot.
et des métiers sur lesquels on est en train de travailler, dont on ne connaît pas encore ni le contenu ni la frontière extérieure en termes de responsabilité. Donc pour faire ça, on a été confronté à une difficulté, c'est expliquer à des gens que ce qu'ils faisaient depuis 20 ans, c'était super, ça marchait très bien, mais il fallait arrêter de faire comme ça. On s'était fixé un objectif avec Stéphane, le président, qui est un homme brillantissime, donc je ne reviens pas sur le leadership et tout ce qui a été dit, c'était mieux dit que moi, mais sans un président remarquable, élégant humainement, éthique et brillant, il ne se passe rien dans aucune entreprise. Moi, j'ai le meilleur patron de France, donc c'est aussi pour ça que ça marche. On a considéré que les compétences, c'était plus des stocks, mais des flux. Ça veut dire qu'on a considéré qu'on allait garder tout le monde, se séparer de personne. Par contre, demander aux gens de quitter leur ancien métier, tout en restant dans la même entreprise, qui n'est plus tout à fait la même, et apprendre un nouveau métier. Avec une difficulté, cette fois externe, exogène, il n'y a pas de formation initiale et il n'y a pas de formation continue au métier de l'entertainment. Il n'y a rien en France. Vous pouvez trouver un MBA sur la musique, vous allez trouver l'école de Daniel Findiquian, qui font des choses remarquables, mais c'est très artisanal et ils forment 10 personnes par an. On a une problématique très forte, c'est qu'il n'y a pas d'offre sur le marché pour aider nos collaborateurs à évoluer. Donc on a pris leurs compétences pour des flux et je les envoie dehors. C'est-à-dire que j'envoie des personnes 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, dans certaines entreprises où il y a des personnes qui sont certainement présentes ici, ou alors dans des entreprises dont au départ on n'a pas la moindre idée de ce qu'on pourrait y apprendre quand on travaille depuis 20 ans dans la musique, mais finalement c'est très intéressant d'y aller, pour désapprendre ce qu'on fait depuis 20 ans dans la musique. Et c'est une initiative qui a été perçue comment en interne par les collaborateurs ? Alors ils ont fait une petite poupée vaudou, ils m'ont planté des épines dans le derrière, parce que c'est inconfortable, c'est compliqué. Nous on a un baby-foot et une table de ping-pong. Donc on a épargné aucune tarte à la crème à notre corps social. On a voulu jouer à la start-up. Et finalement, aujourd'hui, le numérique est rentré dans notre maison de manière extrêmement intrusive. Donc, au-delà de ces artifices cosmétiques, on n'a plus le choix. Ce changement de culture, il s'impose à nous parce que les consommateurs ont imposé un nouveau mode de consommation de la musique. Donc, au départ, ils m'ont détesté. Ensuite, comme d'habitude, il y a eu 2-3 bonnes histoires que j'ai survendues, surmarketées. Puis ça en a fait 10, puis 15, puis 20. Et aujourd'hui, les gens, ils demandent à partir. À revenir, mais ils demandent à partir, ils demandent à sortir. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention tout à l'heure sur la frontière entre le lieu de travail dedans et le lieu de travail dehors. Moi, j'ai déjà plus de 50% de mon corps social qui travaille en dehors des bureaux, hein, les studios, les plateformes, les festivals, les concerts, et j'en passe, chez les artistes aussi. Et là, du coup, les 50% restants, c'était pour nous une capacité à entretenir une identité collective dans notre corps social. Aujourd'hui, on met tout le monde dehors. Alors, on le faisait au sens social et propre du terme il y a 10 ans. Aujourd'hui, on les met dehors en disant aujourd'hui, je t'interdis de venir au bureau. C'est interdit de venir au bureau. Et donc concrètement, c'est quoi ? C'est des partenariats que vous passez avec d'autres entreprises ? Quel est le bénéfice pour ces entreprises aussi qui accueillent ? Parce que je suppose que eux, ça peut être aussi un élément intéressant que de voir venir un collaborateur d'une autre entreprise pour injecter un peu d'ouverture d'esprit justement dans l'entreprise. Et comment ce choix se fait ? Est-ce que c'est vous qui décidez où vont les gens ? Est-ce que c'est eux qui décident ? Est-ce qu'ils peuvent proposer ? Alors c'est un mélange de tout ça. C'est du troc, donc ça se passe entre des RH au départ. C'est de l'économie circulaire. On essaye de faire quelque chose qui coûte de l'argent à personne, ni à celui qui envoie, ni à celui qui accueille. Donc le maintien de salaire est pour nous. Toutes les problématiques d'assurance sont pour l'entreprise d'origine, bien sûr. Et moi, j'ai activé mon réseau de DRH dans différents univers, chez des pure players, mais chez des industries beaucoup plus traditionnelles, chez des boîtes où on sauve des vies, ce qui n'est pas notre cas dans la musique. Nous, on donne de l'émotion, mais on sauve la vie de personne. Donc j'ai envoyé des gens dans une boîte qui fait du désamiantage, dans un labo pharmaceutique, dans un centre de recherche, etc. D'abord, en tant que DRH, on évalue la part de risque que ça représente pour les cultures des deux sociétés. Il faut que je réponde très vite parce que je sais qu'on est très en retard. Deuxièmement, on prend uniquement sur la base du volontariat des candidatures en interne et on demande aux gens où ils ne veulent pas aller. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « moi je ne veux pas aller chez les arts mais pas aller dans le tabac », il n'est évidemment pas question de les y envoyer. À l'inverse, on essaye aussi de prendre quelques appétences naturelles pour dire ah ben, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe là-bas. Alors dans ce cas-là, on dit OK pour le secteur, mais on te met en zone d'inconfort sur le job. C'est-à-dire que tu es en marketing dans un label, je t'envoie au contrôle de gestion. Ou à l'inverse, tu es en contrôle de gestion, je t'envoie faire du business en prospection en porte-à-porte chez Adrexo qui met des prospectus dans les boîtes aux lettres. Une fois que ça c'est fait, le retour d'expérience, il est totalement confidentiel. C'est-à-dire que moi, je n'interviens plus dans cette chaîne alimentaire entre DRH, dans cette logique de troc. Le DRH d'accueil, le DRH d'origine, on disparaît dans la nature. On laisse les gens débriefer entre eux et débriefer entre opérationnels de structures différentes. On a poussé de bouchon jusqu'à construire ce type d'expérience en collectif pour le CODIR. Donc là, je vais prendre mon petit CODIR sous le bras avec mon super boss. Je vais les emmener faire un truc un peu bizarre. Et on ne va pas leur dire ni où ni quand.
Il me déteste. Hein. Oui. C'est la question qu'elle me posait. Ça représente combien de collaborateurs aujourd'hui qui ont participé à ce programme ? C'est tout petit et énorme à la fois, vu notre culture d'entreprise. On doit être aux alentours de 15% de nos effectifs et qui ont passé entre 3 heures et 3 semaines à l'extérieur, soit en une séquence, soit en séquence saucissonnée. Est-ce que vous avez d'autres initiatives parallèlement à ça qui est quand même assez fort ? Donc ça veut dire quoi ? Vous ne faites pas du tout de formation ? Il n'y a pas de programme de formation en interne qui sont organisés ? Non, alors l'inspection du travail va venir me voir demain parce que les entretiens professionnels, les obligations de formation, le bonus, la prime obligatoire, tout ça. Et puis il y a une charmante personne que j'aime beaucoup de l'AFDAS dans cette salle, qui est mon OPCA de branche. Elle va me tirer les cheveux dès que je vais sortir de la scène. On ne fait pas de formation académique dans une logique transmission de savoir. Donc le présentiel ou même en blending, ça on touche quasiment pas, on dépense notre argent à autre chose. Donc on investit de l'argent à faire sortir les personnes de la maison. On a construit un proto de MBA sur l'innovation où on a fait 3 choses sur ce projet-là. On a, pour la première fois en France, dans MBA, mélangé des gens en formation initiale et des gens en formation continue. Donc on a pris des gens qui sont en poste depuis 5, 10, 15, 20 ans, et on les a mélangés à des gens qui sont en Master 1, et on a créé un proto sur 8 semaines où ils ont le même programme pendant 8 semaines avec ce mélange de générations. On l'a fait ça dans une logique de pédagogie inversée, c'est-à-dire que c'est ce groupe de personnes-là qui a défini le contenu des acquis sur lesquels ils voulaient travailler, et on leur a confié l'entière responsabilité de la validation des connaissances à l'issue de ce prototype. On fait ça avec Kedge, pour information, donc l'ESC Marseille-Bordeaux, pour ceux qui connaissent un peu. Ce programme-là est bluffant. On a un énorme travail de certification et de validation à faire auprès du ministère de l'Éducation parce qu'ils m'ont fait des lettres un peu désagréables en disant vous bougez les lignes et ça nous casse les pieds. Et on a des problèmes de financement parce que là, du coup, on ne sait plus si c'est de la formation initiale, de la formation continue, c'est compliqué. On fait une deuxième chose, comme on parle de flux en termes de compétences, on envoie des gens à l'extérieur, mais aussi, nous, on prend des gens d'ailleurs. Et c'est ça la façon dont je rends la monnaie de la pièce à mes copains DRH. C'est que je leur dis, ça va peut-être pas t'apporter d'avoir un directeur artistique chez toi, mais moi, je prends qui tu veux quand tu veux. Et dire à quelqu'un dans une boîte, j'ai adoré une dame ce matin qui disait, moi, quand il se lève le matin, les digital natives, ils ne rêvent pas d'aller dans l'assurance. Par contre, quand vous dites à quelqu'un, tu peux aller passer 3 semaines dans une maison de disques et faire des bisous dans le cou Daft Punk, là, j'ai une sacrée liste d'attente. Et d'ailleurs, bienvenue. Et les Daft Punk sont dans la salle, je blague. Je blague. Mais là, ça ferait peut-être monter le live stream, du coup, Emmanuel, je pense. Et on fait une troisième chose. On fait une troisième chose qui est importante, c'est que pendant très longtemps, l'industrie musicale, même si elle recrutait peu, elle recrutait sur le marché caché. Ça veut dire qu'on s'envoyait des textos entre potes, c'était du name dropping chez les patrons de labels. Et finalement, on piquait chez Warner, Universal les meilleurs, qui nous piquaient nos meilleurs, etc. Ça marche plus. L'industrie s'est trop stretchée et on a considéré que c'était un peu la limite du clonage ou de la consanguinité qui était nécessaire à la créativité et à l'innovation dans le monde artistique. Donc du coup, on vient de lancer un nouveau projet qui s'appelle la Sony Music Talent Factory. On va faire un process de recrutement complètement innovant, Sony Music Talent Factory. Sony Music Talent Factory. Alors Factory est utilisé plein de fois ce matin, donc je me suis dit, tiens, finalement, on n'est pas trop en retard pour une fois, en termes de marketing RH. Et ce Sony Music Talent Factory-là, c'est une campagne de communication très innovante. On va demander aux gens de ne communiquer que par vidéo, donc on arrête le papier. Ça va être que de l'image et du son. Donc ils vont faire des vidéos pour se présenter, faire des designs de playlists, ils vont se mettre en scène. On a fait quelque chose aussi d'un peu bizarre, c'est qu'on allait chercher un sponsor pour ce process de recrutement. Donc Sony Music recrute des personnes en CDI, donc des nouveaux directeurs artistiques, des talent scouts. Mais on a trouvé un sponsor, et ce sponsor, c'est le Crédit Mutuel, qui fait un travail absolument remarquable en termes de mécénat dans le monde de la musique. Et là, vous imaginez qu'en termes d'image, sur le marché de l'emploi, c'est confusionnant pour tout le monde. Hein. Pour les job boards, pour la NDRH, pour les candidats, tout ça. Donc ça nous oblige à être extrêmement pédagogue dans cet effort de communication et de sourcing. On inverse ce process de recrutement, ça veut dire qu'on va donner beaucoup de pouvoir aux candidats sur le process même de sélection de la longue liste à la short list. Et ensuite, on va faire quelque chose d'un petit peu plus dingue. On va finir par une masterclass pour la shortlist et avant de proposer un contrat à durée indéterminée aux candidats, on va en prendre une dizaine à qui on va faire une balade sur 4 capitales de la musique, Londres, Berlin, New York et Paris. Ils ne sont toujours pas embauchés. Hein. On les envoie dans nos filiales, on leur paye le voyage, on leur demande de créer une expérience de travail, pour reprendre une expression utilisée ce matin, et c'est à l'issue de ce road trip-là qu'ils vont dire « moi j'ai envie de rester », et nous on va dire bah, « on pense que finalement on peut peut-être travailler ensemble ». Donc on a inversé un peu toutes les séquences. Ça aussi pour nous c'est essentiel parce que c'est la garantie qu'on va injecter quelque chose de nouveau dans un business qui est condamné à innover artistiquement parlant en permanence. Donc les technologies on les subit, la création artistique elle nous nourrit,
Et on est convaincu que ce corps social doit s'ouvrir à l'extérieur, à nouveau cette logique de flux et pas de compétences, et de stock sur les compétences. En tout cas, d'après ce que vous nous racontez, ce que vous nous partagez, vous n'êtes plus dans une situation justement où vous subissez, au contraire, vous prenez le lead sur comment est-ce que vous développez de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives assez innovantes et assez originales. Peut-être que ça vaut le coup que les uns et les autres se posent la question de qu'est-ce qui est fait dans leurs entreprises d'assez similaires et se rendent compte que ça vaut le coup peut-être de venir te voir à la fin de la conférence pour échanger sur de nouvelles initiatives. Je voudrais dire avec beaucoup d'humilité 3 derniers mots perles, si c'est possible. Et je sais qu'on est en retard, mais vraiment le dire avec humilité. Premièrement, c'est faisable parce que j'ai un boss exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel. Ce monsieur est rare, il s'appelle Stéphane Le Tavernier, il a un compte Twitter, mais je vous demande de ne pas le chasser, je voudrais le garder encore un peu, ou même voir le plus longtemps possible. La deuxième des choses, c'est que la culture de cette maison et l'univers de l'entertainment, de la musique, c'est à part. Moi aussi, j'ai eu l'honneur de travailler dans d'autres maisons, j'ai appris plein de choses. Je n'aurais pas pu faire ça avant, ailleurs. C'est vraiment une maison à part. Donc, je n'ai aucune arrogance à raconter cette histoire ce matin, à dire qu'il faut faire comme ça, parce que c'est vachement bien, et d'ailleurs, je ne comprends pas que vous ne l'ayez pas encore fait. Je ne suis pas sûr que ça marche partout. La troisième des choses, je ne veux pas utiliser des mots à la mode sur flexibilité, agilité, etc., mais on est 200 CDI. On a beaucoup d'intermittents, beaucoup d'artistes, mais on est 200 CDI. 200 CDI, c'est-à-dire que moi, je connais le prénom de tout le monde, et ils savent exactement ce qu'ils ont besoin de me dire au moment où ils ont besoin de me dire. S'ils ne sont pas d'accord, ils sont d'accord sur un truc. Vous prenez le même projet dans une boîte de 20 000 personnes, c'est une autre limonade. Merci beaucoup pour ce témoignage, Claude.